Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du petitjournal.com. C'est un plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui, très nombreux à vous être inscrits pour le webinaire sur la thématique quelles sont les projections 2024-2027 du marché immobilier. Nous serons à peu près pendant une heure ensemble avec Manuel Ravier, qui est le cofondateur et président d'investissementlocatif.com, qui est un entrepreneur, conférencier et investisseur en France depuis maintenant plus de 10 ans et qui est un habitué de nos webinaires. Bonjour Manuel, plaisir de te retrouver. Salut Hervé. Ah, moi aussi, Et je suis à la montagne. super, bah c'est une très bonne chose. Merci à tous les internautes. Alors, comme je le disais, on part à peu près pour une heure ensemble. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay, donc quelques instants après la fin du webinaire, donc dans un petit peu plus d'une heure, vous recevrez un mail avec le lien du replay sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit. Donc, pas de souci, si vous pouvez pas rester toute l'heure, bah, évidemment, vous pourrez le voir en replay ou revoir l'intégralité, bien entendu. Vous pourrez également le partager avec vos connaissances et vos amis. Il y aura aussi un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube qui sera embedée. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à la partager autour de vous. Aujourd'hui, le but, c'est évidemment que vous puissiez poser toutes vos questions. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits, je vous en remercie. Donc, on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite avec poser une nouvelle question. Donc là, je vais vous mettre un petit bonjour pour que vous voyez comment ça marche. On va utiliser ça comme fil de chat. Alors, il y a un petit onglet de chat, mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Donc, soyez pas surpris. Enfin, c'est pas grave. Si vous postez là, je regarderai aussi, bien entendu. Mais posez une nouvelle question. Déjà, faites-nous un petit coucou. Dites-nous où vous êtes. On aime bien. Ça nous fait voyager avec les lecteurs du petitjournal.com qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc, dites-nous, est-ce que vous êtes, je sais pas, en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Est-ce que vous êtes sur le continent américain? Vous êtes levé tôt pour assister à cette conférence? Faites-nous un petit signe. Vous êtes déjà relativement nombreux à vous être inscrits. Voilà, on a Maïlis qui est à Madrid. Hola Maïlis, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir. Et puis surtout, évidemment, posez bien toutes vos questions. Ça, c'est vraiment l'essentiel. On a une heure ensemble. Il y a beaucoup de sujets à aborder sur cette thématique des projections du marché immobilier. On sait que l'immobilier traverse une passe un petit peu difficile. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce qu'on a des raisons d'être frileux? On a vraiment la chance, Manuel, c'est vraiment un expert du sujet. Donc, faut en profiter pour poser toutes vos questions par rapport à vos différents projets, doutes, questionnements, incertitudes, que ce soit le financement, que ce soit les endroits où il faut investir, les moments, les montants, etc. Voilà, Manuel, pardon, il sera vraiment, je pense, vous donner les bonnes orientations, les bonnes indications et répondre directement à vos questions. Allez, on a Emmanuel qui est aux Pays-Bas, Pascal qui est à Dubaï, Ivona qui est à Ivona ou Ivona, je ne sais pas comment on dit, qui est à Varsovie. Bonjour Ivona. Marie qui est aux Pays-Bas également. Donc, bienvenue à tous. On va démarrer. Déjà, Manuel, je vais te laisser quelques minutes, évidemment, pour te présenter et nous présenter, bien entendu, investissementlocatif.com. Merci Hervé. Donc, je m'appelle Manuel Ravier, j'ai 37 ans, deux enfants. Là, je suis en vacances scolaires avec mes enfants à la montagne. Donc, je suis un peu bronzé. Super. Je suis investisseur immobilier puisque je détiens environ 150 biens qui sont actuellement loués. Et à travers ma société investissementlocatif.com, j'aide des gens à investir dans l'immobilier depuis 10 ans avec, avec environ 200 collaborateurs répartis dans 20 villes en France. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des gens qui veulent déléguer leur projet d'investissement à trouver une bonne affaire, à suivre les travaux, à meubler le bien, à louer et à le gérer. Donc c'est un service qui est apprécié et qui est très utilisé par les non-résidents, puisqu'on a environ 25% de nos clients qui sont non-résidents. Donc que vous soyez sur place dans la ville ou à l'autre bout du monde, la promesse, c'est que vous pouvez saisir des bonnes affaires et gérer un projet immobilier locatif en finissant sur un bien entièrement rénové avec le bon DPE, on pourra en parler, partout où que vous soyez dans le monde et dans 20 villes en France. Voilà, on vous accompagne dans 20 villes en France. Peut-être pour finir, on va du studio à l'immeuble entier. Donc on démarre sur des projets à 100 000 euros tout inclus et on va jusqu'à des projets à 2,5 millions, 3 millions d'euros où on a des immeubles avec beaucoup de logements dedans. Et on fait ça depuis plus de 10 ans. On est partenaire du Petit Journal depuis 7 ans, je pense, Hervé. Oui, Chose comme exactement, ça. oui. Tout à fait. Donc voilà, donc effectivement, on a l'habitude. Donc je suis là pour répondre à toutes vos questions sur le marché immobilier. On a une belle visibilité là-dessus. Et j'échange régulièrement avec les CEO de tous les réseaux, y compris les gros réseaux d'agences classiques
comme IAD, Century 21, etc., dans des clubs d'entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas, je pourrais vous faire des feedbacks. Voilà, si besoin. Parfait, super. Peut-être une précision importante, Manuel, c'est que vu que là, on s'adresse, comme tu le sais, avec notre public à des gens qui sont à l'étranger, comme tu le disais, c'est que vous avez vraiment une expertise pour travailler avec ce public-là, de façon à ce qu'ils puissent réaliser des investissements, je dirais, sans vraiment avoir à se déplacer jamais. Ouais, la promesse, c'est bon, je l'ai dit, hein, c'est important pour moi de dire qu'on ne fait pas que des non-résidents, parce que Oui. sinon, ça fait un peu, tu sais, le restaurant à touristes. Donc, ce n'est pas le cas. Les non-résidents, c'est une clientèle qu'on apprécie beaucoup, parce que vous avez des problématiques sur la constitution de la retraite, vous êtes à distance, donc vous n'êtes pas forcément en mesure de vous déplacer pour gérer vous-même les projets, et vous devez vous reposer sur un partenaire. Donc, on est très content de vous accompagner dans vos projets immobiliers. Mais on a aussi des gens sur place qui n'ont pas envie d'affecter du temps, qui n'ont pas l'expertise immobilière, qui nous confient des projets. On travaille avec des non-résidents depuis quasiment le début. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que sans vous déplacer, même en étant à l'autre bout du monde avec des forts décalages horaires, vous pouvez investir dans des villes en France qu'on couvre, tout en saisissant des bonnes affaires, puisque nos chasseurs immobiliers vont sourcer les meilleures affaires du marché pour vous, et que derrière, nos architectes vont suivre les projets pour votre compte. Voilà, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, la chaîne se fait de A à Z, puisqu'on peut même signer avec le notaire à distance. Exactement. On peut tout faire à distance. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et il y a une problématique de retraite assez forte, et chez les Français, et chez les Français de l'étranger, qui ont en plus la chance d'avoir des revenus en général confortables, supérieurs aux revenus des Français qui vivent en France. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On va en parler dans la conférence. Le sujet du prêt, c'est un vrai sujet, mais on y répondra. Il y aura probablement des questions là-dessus. Parfait, allez, très bien. On a Marine qui est aussi aux Pays-Bas, Sophie qui est à Milan, Paul qui est dans le 15e, donc c'est moins exotique, mais comme l'a dit Manuel, il couvre aussi bien entendu les résidents en France. Donc surtout, posez bien toutes vos questions. Moi, je vais peut-être démarrer par une question de contexte, Manuel, de marché. On a vu que le marché immobilier l'année dernière était plutôt en crise, hein, avec un nombre de transactions très, très faible, avec une chute du nombre de transactions. Quelle est un petit peu ta vision? Alors, le webinaire est intitulé 2024-2027, donc c'est une projection assez longue, mais ne serait-ce que par rapport à ce début d'année, cette année qui vient, est-ce que tu as, alors, je te demande pas d'avoir une boule de cristal, mais quel est un peu toi qui es un expert, quel est ton ressenti, quelle est un peu ta vision par rapport à cette évolution du marché que tu connais si bien? Ouais, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était sur environ 1 100 000 transactions, donc ventes en immobilier en France, toutes catégories d'immobilier confondues, en 2021 et 2022, globalement, c'était ça. En 2023, il y a eu un décrochage du volume. On atterrit sur environ, les chiffres ne sont pas clos, mais on atterrit sur environ 875 000 transactions. Donc, on voit qu'on a une chute de plus de 20%. C'est important. C'est important et ça a fait souffrir toute la chaîne immobilière, tout l'écosystème, y compris les notaires qui ont licencié en masse. Les prix de l'immobilier qui sont corrélés, mais je dirais en décalage avec le volume, c'est-à-dire que d'abord les volumes se tarissent, après les prix peuvent s'infléchir, puisque les vendeurs n'arrivent pas à vendre si les acquéreurs sont moins au rendez-vous. On voit que les prix de l'immobilier ont décroché selon les villes, donc c'est très variable selon les villes, on pourra en parler après. Il y a des villes où globalement les prix ont continué de monter, je pense notamment à Nice, où je crois que tu es Hervé, Oui, je suis pas très très légèrement. On est stable et on est sur une très légère augmentation. Et puis on a des villes, comme c'est le cas de Paris, où les prix ont pu chuter d'environ 4 à 5% en un an et 8% en 2 ans. Voilà, donc on a un marché qui est pas forcément… et à Lyon, quand la chute est entre 4 et 5 à Paris, à Lyon, la chute elle est de 7% sur un an. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'on constate, nous? On constate qu'on n'a pas un effondrement des prix du marché. On a surtout un sujet sur le volume de transactions. Et on constate aussi que dès le mois de janvier 2024, donc là, le mois dernier, les prix ont tendance à se reprendre sous l'effet d'annonces de baisse des taux futurs, puisqu'on a eu des annonces de la Fed, on a eu des annonces de la BCE qui nous ont dit cette année, les taux vont baisser. Et donc, tout le monde s'est dit, si les taux des banques centrales baissent, les taux immobiliers qui sont corrélés aux taux des banques centrales, bien évidemment, ont baissé également. On parle d'un atterrissage fin 2024 à environ 3%. Les plus optimistes parlent de 2,5%, donc entre 2,5% et 3%, c'est à peu près le consensus des analystes financiers pour l'atterrissage des taux de crédit immobilier qui étaient à plus de 4% à la fin 2023. Moi, j'ai emprunté fin 2023 en décembre pour un projet perso immobilier à 4,30 sur 20 ans, hors assurance, bien évidemment. Et là, on parle de redescendre autour de 3% à fin 2024, ce qui serait un très bon signal
pour les acquéreurs qui veulent se positionner et ce qui devrait relancer le marché en termes de volume et donc en termes de prix. Voilà. Oui, parce que là, oui, vas-y, ouais, bien sûr. On constate aussi, parce qu'en fait, cet impact des taux, il est mondial. On n'est pas le seul pays touché. Aux États-Unis, les taux sont passés à 8% sur des taux longs. Donc, c'est très important. Avec aussi un impact sur les volumes sur le marché. Mais on constate qu'au UK et aux États-Unis, les prix repartent déjà à la hausse. Donc, c'est un signal. Peut-être que la France suivra, ce qui est assez probable, ce même schéma. Et on parlera après des prévisions que j'aime moi, personnelles, même si encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je pense qu'on verra sur 2024 à 2027, effectivement. D'accord. Et dis-moi, en fait, parce que là, si on parle de taux à 3% avec une inflation qui est à peu près quasiment identique, on est sur des taux qui sont très raisonnables. C'est parce qu'on a pris cette habitude les dernières années d'avoir des taux à peine, même pas 1%, mais c'était exceptionnel dans l'histoire, en fait. Ouais, les taux, en fait, sont pas très hauts, même à 4%. Si on regarde par rapport à l'histoire, c'est très bas. C'est juste que quand on a été habitué à du 1%, à de l'argent gratuit, bah forcément, 4%, ça fait mal. Et puis aussi, l'impact, c'est que pendant que les taux baissaient jusqu'à 1%, les prix de l'immobilier montaient. Donc, Ouais. avoir un taux à 1% ou à 4%, OK, ça veut tout et rien dire. Enfin, ça veut dire qu'on paye beaucoup d'intérêts. Mais c'est possible, si les prix de l'immobilier sont plus bas, d'être des taux plus hauts. Mais si les prix de l'immobilier sont déjà au taquet et que les Français sont au maximum de leur capacité d'endettement, c'est-à-dire que quand ils veulent acheter avec leur salaire, avec un endettement d'un tiers, ils peuvent acheter, je dis n'importe quoi, un bien à 200 000, à 1%. Bah, si le taux passe à 4%, ils ont plus de 200 000 de budget, ils ont plus que 150 000. Ouais. Ouais, Donc bien sûr. l'impact est important Ouais. parce qu'on va payer plus d'intérêt en fait. Ouais. L'impact est important. Moi, sur la dernière transaction que j'ai réalisée à titre perso, pour vous donner un exemple, j'ai emprunté à 4,30. J'ai eu taux d'assurance, garantie, crédit logement, etc. Et frais de dossier. Je finis à un taux, ce qu'on appelle TAEG, donc c'est tout inclus, qui est à 4,90. Bah, c'est simple, hein, sur 20 ans, j'ai emprunté 610 000 euros. Ça me coûte 900 000. Donc je rembourse 290 000 euros d'intérêt. Si on était 2 ans en arrière et que j'empruntais ces mêmes 610 000 euros, ok, j'aurais remboursé non plus 900 000 euros, mais j'aurais remboursé peut-être, tu vois, 700 000, 700 à 750 000 euros. Donc, Voilà. c'est un gros delta, bien entendu. Mais on Donc peut je penser perds que… 150 000 euros d'achat, Ouais, tout d'accord. simplement dans le bien immobilier, injecté dans le bien immobilier. En revanche, j'ai acheté beaucoup moins cher, parce que c'est aussi ça, on va Ouais. en parler, mais j'ai fait une meilleure affaire que ce que j'aurais fait il y a 2 ans, bien évidemment. Ouais, donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la correction, là, elle est effectuée. On repart sur des prix qui sont des prix actuels aujourd'hui. Et finalement, le marché, il est plutôt, peut-être qu'on arrive sur une période où le marché va être plutôt favorable avec des prix qui vont être en baisse, des taux qui vont être stables, mais comparé à l'inflation raisonnable. Et finalement, ça peut être le moment de faire peut-être des bonnes affaires. Moi, j'en suis convaincu, surtout quand on parle d'une baisse à Paris de 5%. En vérité, certains biens peuvent être négociés de manière beaucoup plus importante. C'est-à-dire que nous, en fait, notre concept chez investissementlocatif.com, c'est toujours d'acheter moins cher que le marché. Mm. Pas parce qu'on est magicien, hein, je vous explique. On achète moins cher parce que le bien est à rénover, que peut-être il a un mauvais DPE. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le DPE, on va y répondre, Marie, dans la conférence. Parce qu'il a une mauvaise isolation. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, DPE, ça veut dire diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire que si le bien est mal isolé, si le bien n'est pas rénové, et si en plus c'est une succession avec des gens qui doivent payer des impôts et vendre vite, alors là, on va acheter non pas avec le prix marché, mais on va acheter avec une décote. Donc le prix marché a baissé de 5%. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, le bien là où je fais un crédit de 610 000, c'est encore une fois uniquement un exemple. Ce bien-là, je l'ai acheté 510 000 euros. Ok, c'est un appartement de 80 mètres carrés, 78 mètres carrés à Paris 20e avec un parking. C'est très très bas. Le Ouais. même bien avec travaux, hein, il est à rénover. Hein. Le même bien avec travaux, il y en a eu plusieurs de vendus dans la copro il y a un an. Un an avant, il se vendait 700 000 euros avec travaux. Donc j'ai économisé potentiellement Mm. 190 000 euros sur l'achat. Ouais. Ok. Moi, en tant qu'investisseur, ce que je me dis, c'est que j'ai eu cette décote parce que c'était une succession qui devait vendre vite et que je suis arrivé sans condition de financement. J'ai fait un prêt, hein, comme je vous l'ai dit, mais j'ai dit au vendeur, si vous n'avez pas, enfin, si j'ai pas mon prêt, c'est pas votre problème, c'est le mien, avec le risque d'avoir une pénalité hein, de 10%, donc de 50 000 euros de pénalité si j'arrivais pas à avoir mon prêt. On pourra en reparler dans la conférence si vous avez des questions là-dessus. Mais j'ai pu faire une très grosse négociation. Et pourquoi je pense que c'est très intéressant pour tous les gens qui nous regardent d'investir maintenant dans l'immobilier, c'est que les vendeurs qui sont pressés, ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas beaucoup de transactions qui Ouais. se réalisent et que c'est compliqué de vendre. Donc vous avez un fort pouvoir de négociation, ok. Et que le taux que vous allez emprunter à 4%, comme moi à 4,30, 90,
Quand les taux vont baisser, je vais le renégocier, ce taux. Parce qu'en France, Hervé, mais tu le sais probablement, on a la possibilité de renégocier les taux à la baisse avec des clauses de remboursement anticipé, clauses de rachat anticipé, qui sont encadrées par la loi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'emprunte à 4%. Si demain ou dans 2 ans, les taux redescendent à 2%, alors je pense pas qu'ils vont redescendre à 1%, mais à 2, j'y crois. Si les taux redescendent à 2%, ok, je vais voir ma banque. Je lui dis, bah, soit vous me faites baisser le taux de 4% comme j'ai signé à 2% ou à 2,2, ok. Soit je vais voir une autre banque et je fais racheter mon crédit et vous perdez tout. Et la banque, en général, va accepter de renégocier ou alors sinon vous allez faire racheter votre prêt dans une autre banque. Et la pénalité de ce rachat de prêt, elle est encadrée par la loi pour les prêts de personnes physiques. Elle est encadrée à 2 trimestres d'intérêt. Donc, c'est pas 2 trimestres de mensualité. Moi, pour continuer, prendre un cas concret parce que j'ai en tête, je viens de le signer, j'ai 4 000 euros de mensualité par mois sur 610 000 euros empruntés, donc 4 000 euros par mois que je dois rembourser, assurance incluse. Si demain, donc intérêt plus capital, 4 000 euros, si demain je le fais racheter, je vais avoir 6 mois, mais non pas 6 mois de mensualité, donc pas 6 fois 4 000, parce que dedans il y a du capital, 6 mois d'intérêt. Et les intérêts, là je l'ai pas en tête, mais c'est peut-être, je sais pas, 1 000 euros d'intérêt, quelque chose comme ça. Un petit peu plus, 1 200. Donc ça veut dire que j'ai 6 fois 1 200 euros, donc 7 000 euros pour faire racheter mon crédit. Ce qui est peu en fait, parce que c'est 7 000 euros. En général, la banque me le refinance et ça va me faire économiser peut-être 150 000 euros. Tu vois. Donc c'est très intéressant de garder en tête qu'aujourd'hui, j'achète pas cher du fait de la crise et je vais pouvoir demain baisser mon taux quand les taux vont repartir à la baisse, ce qui veut dire que j'aurai acheté pas cher et que j'aurai un taux bas. Et donc je suis gagnant sur tous les tableaux. Et moi, c'est vraiment ce pari-là que je conseille aux investisseurs de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a tous fait au moment où les taux ont chuté dans les années 2010, 2015 là. Hein, et je pense que ça c'est un point important, Manuel. C'est bien de redire à nos internautes. Ça c'est vraiment ce qui différencie la France des autres pays pour la plupart. Hein. Clairement, parce qu'en France, c'est une obligation. Hein, les banques ne le font pas de gaieté de cœur. C'est obligatoire pour les banques d'avoir cette clause de remboursement anticipé qui est limitée en montant pour les prêts des particuliers en tout cas. Quand vous investissez à travers une société, ça peut être différent, évidemment. Mais pour les particuliers, vous êtes protégés. On est dans un pays très protecteur et je pense qu'il faut en profiter. Voilà. Parfait. Allez, on va passer. Posez bien vos questions, les internautes. C'est le moment. Donc, on a Elena qui est en Argentine. Bonjour, Elena. Et on a une première question de Marie. Mais posez bien toutes vos questions. Hein. C'est le moment de profiter de l'expertise de Manuel. Alors, Marie, elle a un bien en copropriété qui est loué à la même personne depuis 9 ans. Elle demande est-ce que le DPE est obligatoire? Donc, je ne sais pas où est le bien, mais j'imagine en France. Marie, si vous pouvez nous préciser. Mais Manuel, si tu veux nous donner ce qu'il faut faire en fait avec ce diagnostic énergétique. Alors, Marie, non, le DPE, vous n'avez pas besoin de le faire en cours de location. S'il est loué depuis 9 ans, il n'y a pas de sujet. Le sujet va se poser quand la personne va quitter le logement et que vous allez devoir le relouer. Là, vous devrez faire un DPE. Et s'il est mauvais, s'il ne remplit pas les conditions, qui sont avec, vous savez, les lettres, hein, si c'est considéré comme une passoire thermique, il y a un agenda d'interdiction de location qui est en train, pas d'évoluer sur l'agenda, mais sur les critères. Et là, à ce moment-là, vous devrez faire des travaux de rénovation pour l'isoler mieux. Voilà. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de souci à vous faire. Tant que le locataire est en place, vous n'avez rien à faire, Marie. D'accord. Mais peut-être Marie, elle aurait intérêt à faire un diagnostic avec une société qui fait des diagnostics pour connaître un peu la note de son appartement actuellement. Non, même pas. Il faudra le faire quand le locataire partira. S'il part dans 10 ans, oui. Bah, il n'y a pas besoin de payer un diagnostiqueur, quoi. Et en plus, ça peut mettre la puce à l'oreille du locataire, même si, Marie, vous n'avez rien à vous reprocher. Même si le bien est mal isolé, encore une fois, tous les baux en cours, il n'y a pas de sujet, c'est pour les relocations. Et voilà, vous n'avez pas besoin de travailler sur le DPE aujourd'hui. Mais gardez en tête que quand le bien se libère, vous devrez faire un diagnostic et peut-être isoler le bien. D'accord. Allez, les internautes, posez bien toutes vos questions. Merci Marie. Moi, j'ai une question, Manuel, par rapport au marché locatif en ce moment, parce donc du coup, on a parlé des transactions et des taux. Comment se comporte le marché locatif? Est-ce que du coup, cette crise immobilière a eu un impact? Est-ce que les loyers ont tendance à baisser ou finalement, est-ce que les loyers se maintiennent? Est-ce que l'offre locative, finalement, est suffisante? Alors justement, ouais, c'est tout le paradoxe, c'est que comme les Français peuvent pas acheter leur résidence principale, ils se reportent sur le locatif. On voit que, au contraire, on a une crise de la location qui est positive pour les propriétaires bailleurs évidemment et bien évidemment négative pour les locataires. Il n'y a pas assez de biens loués. Il y a plein d'effets en fait et de forces en présence qui font que
le marché de l'immobilier locatif se tarit. On a d'abord les promoteurs qui ont beaucoup de mal à construire. Les promoteurs sont en difficulté, ils n'arrivent pas à vendre leur logement, ils construisent moins, ils ont des problèmes sur les permis de construire, donc moins de production de nouveaux logements, de logements neufs. Deuxièmement, on l'a dit, les gens qui peuvent pas acheter vont louer, donc ils se reportent sur le locatif, donc on a une tension là-dessus. Et en plus de ça, on a les fameux DPE avec un agenda et un calendrier qui fait que on va se retrouver à avoir des biens qui ne peuvent plus être loués. Donc, qui sont retirés du marché avec des propriétaires qui disent moi j'ai pas envie de faire les travaux, je me retrouve aujourd'hui à devoir faire des travaux sinon je peux pas louer, je le fais pas et donc j'arrête de louer et donc on a des logements retirés du marché. En plus on a aussi l'effet selon les villes des locations en courte durée Airbnb qui retirent des logements de la location longue durée et qui remettent de la tension sur ce marché. Donc non, on est sur un marché en tension. Le gouvernement avait encadré les hausses de loyer à plus 3,5%. C'est le fameux indice IRL pour ceux qui ont des biens. Il était limité à plus 3,5%. Donc imaginez que chaque année, un logement que vous louez 500 euros, vous pouvez légalement rehausser le loyer. Donc avec le même locataire. Vous passez de 500 euros à plus 3,5 à 515 euros la deuxième année. La troisième année, c'est plus 515, c'est 532 euros parce que 515 plus encore 3%. Oui. Donc on peut s'imaginer que les loyers continuent de monter du fait de la crise en cours sur la location. Donc c'est intéressant pour les bailleurs. Ah oui, ça va plutôt dans le sens de réaliser des investissements locatifs parce que sur le marché du loyer, en revanche, il n'y a pas de problème pour trouver des locataires et les loyers sont plutôt à la hausse. Exactement. Les loyers sont à la hausse et le marché est tendu. Allez, on repasse aux questions des internautes. Autre demande, si le bien loué est mal isolé, le locataire peut-il demander une baisse de loyer? Non, sauf si le bien est considéré comme un logement qui n'est pas habitable. Dans ce cas-là, effectivement, il pourra vous faire une demande, mais ça dépend de ce qu'on appelle mal isolé. Si c'est un logement insalubre, oui, vous devez faire des travaux en tant que propriétaire. Si c'est un logement qui a une mauvaise note, ça ne veut pas dire qu'il est inhabitable. Donc non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Marie demande une précision. Elle demande comment ça se passe pour les DPE en copropriété. On parle bien d'appartement par appartement. Ah oui, c'est appartement par appartement. La difficulté des copros, c'est que vous faites pas ce que vous voulez. Par définition, vous avez un logement qui est un appartement dans un immeuble. Vous devez isoler l'intérieur des murs. Par exemple, vous ne pourrez pas isoler juste la façade vous-même. Si la façade doit être faite, ça doit être voté en assemblée générale et supporté par tous les propriétaires, les copropriétaires dans la copro. Voilà. Mais c'est le cas classique, donc des appartements. Bien sûr. Une question d'Annie qui demande qu'en est-il des garanties en cas de loyer impayé? C'est vrai que c'est souvent une des inquiétudes des gens qui veulent réaliser un investissement, c'est de me dire j'investis, je trouve un locataire et puis finalement je suis pas payé. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je recommande de souscrire une garantie de loyer impayé. Nous, c'est ce qu'on conseille et c'est ce qu'on fait avec nos clients. On a une agence de gestion, on gère 2000 appartements et on conseille quasiment tous la souscrivent. Ils restent décisionnaires, mais nous, on leur conseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'une garantie loyer impayé, ça coûte 2,5% du montant du loyer. Et en vérité, ça passe en charge. Donc, c'est même pas 2,5%, ça va vous coûter à la fin 1% après impôt. Donc, ce qui veut dire qu'un logement que vous louez 1000 euros par mois, ça va vous coûter 1%, ça va vous coûter 10 euros par mois de coût de garantie loyer impayé. Pour 10 euros par mois, est-ce que vous souhaitez dormir tranquille ou pas? Moi, en tant que bailleur, tous mes biens sont assurés en assurance loyer impayé. Et quand on a un impayé, ça peut arriver. Vraiment, c'est rare si on sélectionne bien. Mais quand on a un impayé, l'assurance paye et gère la procédure d'expulsion jusqu'au bout de 6 expulsions. Donc, il suffit de transmettre le dossier à l'assureur et on est payé. Donc, c'est un confort. C'est un confort. Ok, je crois que la réponse est très claire. Merci beaucoup. Allez, une question de Sophie qui demande les Français qui ont leur résidence fiscale à l'étranger. Alors, je sais plus où est Sophie. Je crois qu'elle est en Italie. Est-il plus avantageux d'investir en tant que particulier ou en tant que société? Alors, ça va dépendre des pays. Ça s'étudie selon les pays, puisque en fait, quand vous êtes non-résident, il faut savoir que en France, vous allez bénéficier de régimes fiscaux très intéressants, notamment si vous êtes loueur meublé. Mais le pays dans lequel vous résidez peut, lui, venir vous prendre un impôt qui n'a pas été pris en France sur justement les loyers perçus en France. Donc, il y a une logique qui est la logique de la non-double imposition. Mais il faut savoir que la non-double imposition, c'est-à-dire que vous ne payez pas 2 fois l'impôt. En France, vous n'allez pas le payer parce que vous êtes en loueur meublé non professionnel, donc vous avez quasiment aucun impôt. En Italie, par exemple, vous allez l'Italie peut vous demander un complément d'impôt que vous n'avez pas payé en France sur la valeur des loyers perçus. Donc, ça peut être, selon les pays intéressants, Sophie, effectivement, de créer une société en France. Comme ça, vous décidez à quel moment vous versez
les bénéfices qui sont au sein de l'entreprise, de la société qui détient l'immobilier. Et à partir de ce moment-là, vous maîtrisez votre impôt personnel. Pour être plus clair, vous allez payer votre IS en France sur les bénéfices, donc vous n'aurez pas de bénéfices pendant des années, parce qu'il y a un système d'amortissement, etc. Quand vous aurez des bénéfices, c'est-à-dire loyer moins amortissement, moins charges, moins tous les frais, etc., vous allez avoir un bénéfice imposable et dessus, vous ne paierez que 15% d'impôt sur les sociétés en France, jusqu'à 40 000 euros de bénéfices, mais c'est souvent le cas. Et ensuite, vous décidez à quel moment vous vous versez, peut-être pour votre retraite ou quand vous avez besoin de cet argent, une rémunération sur laquelle là, vous percevrez et vous payerez effectivement un impôt. Mais ça vous permet de différer l'impôt dans le temps et de développer un patrimoine quasiment sans impôt au sein de la SCI à l'IS ou au sein d'une société qui détient les biens immobiliers. Très bien. Et une précision importante, on a intérêt à louer en meublé. Fiscalement, c'est plus intéressant, c'est bien ça? Si on détient le bien en nom propre, donc en direct, c'est plus intéressant fiscalement. Et si on l'a au sein d'une société, souvent c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir mettre des loyers plus élevés. Du fait qu'on apporte plus de services en fait. En apportant un bien qui est entièrement rénové, qui est meublé, qui est décoré, on apporte plus de valeur au locataire et donc on peut avoir un loyer plus élevé. Parfait. Allez, on continue avec les questions des internautes. On a Lionel qui demande: mon fils va être étudiant à Lyon. Est-il plus intéressant d'acheter maintenant un studio et de le louer plus tard, compte tenu que les loyers sont plafonnés? Alors, ce que je comprends, c'est que il achèterait à Lyon pour son fils occuperait, puis après il le mettrait en location. Est-ce que c'est un bon schéma? Ouais, c'est un bon schéma. Alors, ça dépend quand est-ce que votre fils va être effectivement étudiant à Lyon. Ça peut être intéressant, effectivement, d'acheter un bien et de le mettre ensuite en location pour un étudiant, quand une fois que votre fils en a plus besoin. Ce qu'il faut savoir, Lionel, c'est que les loyers sont encadrés dans beaucoup de villes en France, avec une possibilité d'appliquer ce qu'on appelle des compléments de loyer pour caractéristiques de confort. Le complément de loyer peut être contesté. Le locataire a le droit de le contester. Il a 3 mois après la signature du bail. Mais dans les faits, c'est très peu le cas. Et le seul risque de la contestation, c'est de rembourser la part du complément de loyer. Donc, par exemple, si vous avez un logement que vous louez 600 euros et que vous avez 50 euros de complément de loyer, c'est de rembourser sur la période le complément de loyer. Donc, il faut qu'il aille en justice, le locataire, etc. Ça se fait très, très peu. Et à arriver au bout, vous remboursez ce solde-là et vous mettez fin au bail. Et donc, vous récupérez votre logement que vous relouez. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de risques à utiliser ces compléments de loyer. Le complément de loyer, c'est pas fait comme ça. Enfin, comment dire, le complément de loyer a été imaginé justement pour permettre de déplafonner les loyers avec beaucoup de souplesse. Ils sont restés volontairement vagues sur les possibilités pour complément de confort et beaucoup de propriétaires bailleurs s'engouffrent dans cette brèche et pour des logements qui le justifient, bien évidemment, qui sont de qualité, appliquent un loyer avec complément de loyer. Donc, ça, faut pas que ce soit un frein pour vous, Lionel, là-dessus. Après, sur la possibilité de loger votre fils, c'est une stratégie plus familiale. Est-ce que votre fils va être vraiment étudiant à Lyon? Est-ce qu'il est déjà admis, parce que là on est en cours d'année, donc j'imagine que vous n'avez peut-être pas encore la réponse. Est-ce qu'il est déjà admis à Lyon ou est-ce qu'il va être admis à Paris ou à Nantes? Donc voilà, c'est pas forcément évident. Puis parfois on est sur des écoles avec une semestrialisation où en vérité il va faire 1 an à Lyon, puis après il est peut-être en déplacement à l'étranger dans une université en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc pour toutes ces raisons, c'est pas forcément automatiquement comment dire. Enfin, soit vous êtes confort, vous dites je veux investir à Lyon parce que pour moi j'apprécie le fait de pouvoir loger mon fils, ça a du sens, ça fait sens. Donc là c'est plus une décision presque familiale. Soit vous dites la décision est purement financière et dans ces cas-là c'est peut-être mieux de choisir une ville avec plus de rendement. Voilà. Donc ça on peut en parler, Lionel, si vous voulez. Prenez rendez-vous, on mettra le lien de la prise de rendez-vous pour en parler avec nos équipes, ça vous coûte rien. Et on pourra peut-être affiner votre projet et vous dire ce qui est faisable en fonction de votre budget, parce qu'on part à chaque fois du budget. Parfait, merci Manuel. Une question de Paul qui demande: est-il intéressant de vendre son appartement à Paris cette année? Donc Paul est propriétaire à Paris, il se demande si c'est le moment de vendre. C'est pas le meilleur moment pour vendre. moi, si j'étais vous, Paul, et si vous n'avez pas le besoin, je vois pas l'intérêt de vendre cette année. Voilà, pour répondre. C'est le moment d'acheter, mais de vendre, on l'a dit, le marché est un peu à l'arrêt, il y a des négociations qui peuvent être fortes, vous n'avez aucun intérêt, sauf si, encore une fois, vous avez besoin de vendre. Là, c'est autre chose. Mais si vous n'avez pas besoin de vendre, attendez, puisque ma prédiction, c'est que le marché immobilier va reprendre, notamment à Paris, à mon avis, dès 2025. Donc là, ce sera un moment beaucoup plus favorable pour revendre.
Parfait. Une question d'Elena. On arrive bientôt à la moitié de ce webinaire. Continuez de poser vos questions, bien entendu, les internautes. Elena demande quelles sont les villes les plus intéressantes, avec le plus fort potentiel pour investir en France. Alors, tu le disais, vous êtes dans une vingtaine de villes. Tu connais très, très bien le marché et les marchés. On pense toujours à Paris, évidemment, hein, quand on investit, mais toi qui connais très bien, tu l'as dit, les marchés finalement peuvent être aussi différents d'une ville à l'autre. Qu'est-ce que tu répondrais, Elena? Alors, je répondrais que ça dépend des moments, en fait. C'est toute la difficulté de notre business, c'est que il y a quelques années, on faisait beaucoup de projets à Lille et en région lilloise. C'était hyper intéressant. Ensuite, on a fait beaucoup de projets à Marseille. C'était hyper intéressant. Je dis pas que Lille et Marseille sont pas intéressants aujourd'hui. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais il y a eu un certain rattrapage des prix. Nous, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a Le Havre qui est encore intéressant, mais la fenêtre de tir est en train de se refermer. Mais on est encore sur une zone intéressante au Havre, par exemple, qui est une ville où, je le rappelle, on a l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui est maire et qui a beaucoup œuvré sur la rénovation et le dynamisme de la ville. Vous savez, les villes, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on a une ville où on a une équipe municipale, quelle que soit sa couleur politique, hein, je ne fais aucune politique, qui investit dans la ville, s'engage, travaille à la rénovation de la ville. On a des zones où on essaie de redynamiser le centre-ville. On a souvent une piétonisation de certains endroits. On a donc des nouveaux commerces qui sont mis en place aussi par la mairie. Il y a une vraie logique. Il y a une rénovation de la ville avec des façades qui peuvent être rénovées. Ça avait été le cas, vous vous rappelez, à Bordeaux, sous l'ère Alain Juppé. On a vu beaucoup de... Enfin, la ville était, on va dire, sale, mal gérée. Alain Juppé est arrivé, il a fait rénover, il a fait nettoyer toutes les façades pour valoriser le patrimoine bordelais. Il a beaucoup œuvré pour la politique du développement de la ville avec des grands projets. Les transports, il a travaillé aussi sur, comment dire, sur le dynamisme du centre-ville, et on voit que la ville a beaucoup monté, les prix se sont envolés. On avait une hausse de plus de 50% sur 10 ans, hein, des prix immobiliers à Bordeaux, ce qui était absolument énorme. Ensuite, on a eu la même chose, on a eu un pic à Lyon. Là, on a en ce moment en ville sur lesquelles on a des belles rénovations, on a Toulon, où on travaille beaucoup, dans le sud de la France. On a même Béziers, où, alors c'est pas forcément la ville que je vous conseille, mais il y a eu des efforts faits par la municipalité, une municipalité qui est décriée parce qu'elle est d'extrême droite. Mais néanmoins, en termes de sécurité, les habitants, quelle que soit leur couleur politique, reconnaissent que, en tout cas, quand on travaille à plus de sécurisation pour les citoyens, hein, là il n'y a pas de couleur politique, bah concrètement, ça apporte une qualité de vie et donc ça attire des gens qui ont peut-être plus de pouvoir d'achat et donc ça fait monter la ville. Donc pour répondre, on a Le Havre, on a nous la Bretagne où on fait pas mal de choses. En ce moment même, d'ailleurs, il y a mon associé anime un webinaire sur la Bretagne. On fait des webinaires tous les mardis avec des analyses de ville. Donc pour ça, il faut vous inscrire sur notre site investissementlocatif.com. On vous mettra peut-être le lien si Hervé est OK dans l'email de replay. Donc on a la Bretagne, on fait des choses à Vannes, donc on est sur une zone plus patrimoniale, on peut aller à Brest si on veut plus de rendement, on fait des choses à Toulon, on travaille à Saint-Étienne, on travaille encore à Marseille avec encore des très beaux projets à Marseille. On a la ville de Nice où on est sur une zone patrimoniale, mais moi c'est une ville que j'apprécie énormément pour plein de raisons, parce qu'il y a un tissu économique, parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a un aéroport international, parce que c'est la Côte d'Azur avec un attrait absolument fabuleux, parce qu'il y a des écoles. On a l'EDEC Business School, on a d'autres grandes écoles qui sont installées dans le sud. Donc c'est une ville qui est dynamique et qui attire beaucoup encore aujourd'hui et où les prix continuent de monter. Et on peut encore faire des projets, pas aussi rentables bien sûr que quand on est à Roubaix, ça va de soi, mais avec un dynamisme économique qui n'est pas le même non plus. Voilà. Et on a la ville de Paris, puisque je vois que c'était une question. Oui. Marine qui dit, est-ce qu'il y a encore des endroits à Paris où les investissements puissent être rentables? Ça dépend ce que vous appelez rentable, Marine. Si la question c'est est-ce qu'on peut avoir des biens aussi rentables à Paris qu'ailleurs en France? Non. À Paris, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est acheter des prix au mètre carré qui sont intéressants pour Paris, avec un potentiel de hausse dans les futures années. Voilà ce qu'on va faire à Paris. Paris, c'est un marché qui est réservé aujourd'hui aux gens qui ont de l'apport, puisque pour équilibrer l'opération, vous allez devoir mettre plus d'apport. Quand moi, je fais une opération à Paris, je suis dans le 20e arrondissement de Paris, par exemple, donc je suis déjà pas dans l'hypercentre, je suis pas dans le 6e, hein. Je suis dans une zone dans le 20e qui monte beaucoup, qui se boboise. Je la connais bien parce que j'y vis. On a une coulée verte qui est en construction. On a des super commerces, on a des piétonisations, etc. Donc, la zone monte et va continuer de monter. Mais j'ai pas un très bon rendement parce que je suis sur un grand appartement. Vous voyez, donc, je vise plus une valorisation de la valeur de l'appartement. Que j'achète 500 000, je mets 100 000 de travaux et je vise globalement qui vaudra 800, 850 000 d'ici 2 ans, que un rendement locatif pur à court terme. Voilà.
D'accord. C'est plus quand on investit. patrimonial que sur le rendement Ça reste direct. une zone patrimoniale. Ça reste une zone qui, pour moi, est très intéressante, puisqu'on arrive à avoir des bons prix d'achat aujourd'hui à Paris et que je pense que ça va partir à la hausse dans les futures années. On a une question d'Emmanuel, puisqu'on continue sur les localisations, qui demande si tu as, je sais pas si tu as une idée sur la zone frontalière avec la Suisse. Donc, j'imagine toute la zone autour de Genève, mais côté français. Ouais. Alors, on fait quelques projets. C'est pas les zones forcément les plus rentables. Et effectivement, il y a une forte demande, Emmanuel. On travaille aussi, on travaille les grandes villes qui sont dans les zones frontalières, pardon, au sens large. On est sur Metz et Nancy, par exemple, et on est aussi sur Annecy. Mais on n'a pas de rendement à Annecy, quoi. Clairement, Oui. on est dans des zones où l'immobilier coûte cher et les prix sont tirés vers le haut par les frontaliers, justement, qui ont un fort pouvoir d'achat. Ça, je pense que vous le savez, Emmanuel. Mais on peut faire des choses. Après, ça dépend vraiment de votre profil d'investisseur. Quand vous venez nous voir en rendez-vous, et je vous invite à prendre rendez-vous, encore une fois, c'est gratuit. Ça ne nous engage pas du tout à faire un projet. On va parler avec vous. On va essayer de comprendre votre rapport, votre situation financière, à quel horizon vous souhaitez potentiellement revendre le bien ou en toucher les loyers. Et on va équilibrer ensemble déjà une enveloppe. On va vous dire, bah voilà, vous pouvez investir 200 000 euros. Vous avez, aujourd'hui, les banques demandent quand même beaucoup d'apports. Je ne l'ai pas dit, mais pour les non-résidents, les banques vont vous demander 30% d'apport environ. Ce qui veut dire que pour investir 200 000, il faudra mettre 60 000 sur la table en apport et emprunter 140 000. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour les Français résidant en France, c'est un petit peu moins. Les banques demandent 15% d'apport. Donc, il faudra mettre que 30 000. Enfin, que. Il faut déjà les mettre. C'est déjà de l'argent. Mais donc, à partir de là, on va vous dire, voilà, vous mettez 30% d'apport, vous empruntez le reste. Il faut équilibrer l'opération. Il faut que tous les mois, ça vous coûte pas d'argent. Parce que, selon moi, si vous faites une opération qui vous coûte beaucoup chaque mois, ce qu'on appelle un effort d'épargne, si demain vous changez de travail, vous n'allez pas être confortable. Donc, par définition, ce qu'on va faire, c'est regarder l'apport que vous voulez mobiliser, la durée d'emprunt, ce que vous souhaitez faire en termes de développement de patrimoine et vous dire, bah voilà, nous, ce qu'on vous conseille avec votre profil, ce sont ces villes-là. Par exemple, des villes patrimoniales, on peut aller à Toulon faire de la courte durée ou à Havre ou des choses comme ça. À partir de là, vous nous dites, je suis pas confortable avec le Havre pour une raison X ou Y. Je pense que c'est pas bien. On va vous dire, ok, si vous n'êtes pas confortable, on vous emmènera pas au Havre. Il n'y a aucun problème. Nous, on pense que c'est une bonne ville parce que voici les arguments. Mais néanmoins, l'immobilier, il faut que vous soyez confortable dans votre achat. Nous, on est là pour vous conseiller, mais ça reste l'achat d'un bien sur une vie. Ça dépend qui. Il y a des gens qui achètent plusieurs biens, mais ça reste un achat en général très important pour les personnes qui le font. Même si on vous accompagnera peut-être dans l'achat de plusieurs biens, il ne faut pas louper le projet. Il faut que vous soyez confortable avec les travaux, confortable avec la situation du bien et que vous puissiez faire le bon choix, quoi. Donc, nous, on est là pour vous guider là-dessus. Une fois qu'on définit le cahier des charges, on va lancer justement les recherches avec nos chasseurs immobiliers et revenir vers vous avec un bien qu'on a trouvé et sourcé pour vous, tous les montants de dépenses, c'est-à-dire voici le coût du bien, voici le coût des travaux, voici le coût de l'ameublement, voici le coût des frais de notaire. Donc, vous avez le budget global. Et dès le départ, on vous dit, voici combien on va le louer. On vous fait l'estimation de loyer. Vous savez tout dès le départ. Avec ça, on va dire, voilà, le bien, ça finit le projet. Achat, travaux, notaire, honoraires, mobilier, etc. Donc, la totalité des dépenses, ça fait 200 000 euros. Il faut financer ces 200 000 euros. Donc, vous allez mettre 30% d'apport parce que la banque le demande, 60 000. Vous allez emprunter 140 000 euros. 140 000 euros sur 20 ans, ça fait une mensualité de, je sais pas, 1 000 euros par mois, par exemple. Ça doit être un petit peu moins. On le mouline pour nos clients. Avec cette mensualité de 1 000 euros par mois, vous allez toucher 1 000 euros de loyer. Je fais simple. Donc, l'opération sera équilibrée après avoir mis l'apport. Ou 1 100 euros de loyer pour couvrir les frais. Parce que vous allez avoir des charges de copro en général, une taxe foncière à payer et une assurance habitation. Voilà, donc on réfléchit comme ça. Donc sur la zone, ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des gens qui peuvent dire, non, mais Paris, c'est pas rentable. J'en suis la preuve, c'est mon métier, je le fais tous les jours. Si j'achète un bien, voire même j'en ai acheté 2 à Paris récemment, c'est que je pense que j'y trouve mon intérêt. Je suis pas bête, je fais pas de mauvaises opérations. Donc j'y trouve mon intérêt parce que je vise autre chose. Mais c'est pas adapté à tout le monde. Quelqu'un qui démarre dans la vie, qui veut se constituer un patrimoine, qui n'a pas forcément énormément d'épargne, je lui conseillerais pas d'aller à Paris. Je lui conseillerais d'aller soit en région parisienne pour avoir plus de rendement, soit d'aller sur des villes que j'ai évoquées, peut-être faire une coloc à Marseille pour avoir plus de rendement, et ça se loue très bien, soit d'aller faire un projet en courte durée à Toulon ou à Havre, par exemple. Ouais. Donc voilà un peu la logique.
Parfait, merci beaucoup Manuel. On arrive, on a dépassé un petit peu la moitié du webinaire. Continuez avec vos questions, les internautes. Je vous rappelle que quelques instants après la fin du webinaire, vous recevrez le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début, pas de souci, mais surtout posez bien vos questions. On va aborder un point avec une question de Myriam, qui est la question du financement. T'en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Myriam demande: les banques sont-elles plus frileuses pour prêter aux non-résidents? Et j'allais dire, finalement, quel service vous apportez-vous? Alors, est-ce que déjà c'est le cas? Est-ce qu'elles sont plus frileuses? Et un petit peu, comment est-ce qu'on peut obtenir un prêt quand on est un non-résident fiscal et qu'on vit à l'étranger? Alors, les banques sont plus frileuses. Il faut passer par des services spécialisés. Nous, si vous venez nous voir, on peut vous orienter vers des courtiers spécialisés ou des banques spécialisées. Ce qu'il faut retenir en général, c'est que les taux sont légèrement plus élevés. En général, on parle de plus 0,2. Donc, vous allez avoir des taux aujourd'hui environ 4% sur 20 ans. Mais c'est surtout l'apport où les banques vont demander en fait de faire un apport plus important. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais pour un résident fiscal français, ça va être entre 10 et 15% d'apport. Pour un non-résident, les banques demandent 30 à 40%. Voilà, aujourd'hui. Mais c'est possible, il est possible d'emprunter si on a de l'apport. Voilà. Et qu'est-ce que tu recommandes? C'est de commencer déjà à parler à sa banque pour leur demander et voir s'ils sont ouverts, de passer par un courtier, d'aller taper à la porte d'autres banques, parce que c'est pas évident non plus quand on est à l'étranger. Clairement, le sujet, c'est que si vous avez une banque qui vous suit et qui vous connaît depuis longtemps, adressez-vous à elle. C'est la plus en mesure de vous accompagner sur le projet. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc, parlez avec votre banque, dites-lui, voilà, j'envisage d'investir en France, je pense que c'est un bon moment pour saisir des bonnes affaires. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer en termes d'enveloppe de crédit? Voilà, il va vous demander des documents, des éléments. À partir de là, vous allez voir comment vous allez pouvoir investir effectivement avec eux. Si la banque vous dit, nous, on peut pas vous suivre, à partir de ce moment-là, contactez-nous. Nous, on peut vous mettre en relation avec des courtiers spécialisés. Ou si vous souhaitez challenger votre banque, vous pouvez aussi faire appel à des courtiers, bien évidemment. Ok. Alors Paul demande comment prendre rendez-vous pour venir vous voir à Paris. Je pense que Manuel, tu vas pouvoir lui répondre. Faites-moi un mail, directement. C'est vrai que les rendez-vous se font beaucoup en visio aujourd'hui, Ouais. mais on a des bureaux à Paris 11e et on est très content de. Je vous l'ai mis dans le chat là, mon email. N'hésitez pas à me faire un email et je vous réoriente avec plaisir, Paul, pour que vous puissiez rencontrer les équipes dans nos bureaux. Vous verrez Et dans le chat, si vous déroulez, il y a également, vous recevrez de façon un email après la fin du webinaire, mais dans le chat, il y a également le calendrier de rendez-vous que Manuel a inscrit, donc vous le retrouverez facilement. Alors, Maëlys demande comment fonctionne et coûte investissement locatif pour un résident à l'étranger? Quel est votre business model? Comment vous refinancez? Alors, refinancer, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'en fait, ce que vous vendez, c'est un service, Manuel, c'est bien ça? Ouais. Donc nous, en fait, on accompagne les investisseurs. Donc c'est vous qui achetez le bien. On va gérer toutes les étapes pour vous, mais c'est vous qui achetez le bien et qui payez en fait. Donc on se refinance pas. C'est pas comme si on achetait qu'on revendait. C'est vous qui êtes l'acquéreur. Comment on facture? On facture un pourcentage de l'opération globale, puisqu'on va vous accompagner sur l'acquisition, sur le suivi de travaux, sur l'ameublement, si vous souhaitez meubler le bien. Et on facture 8,4% TTC, donc 7% hors taxe et les 20% de TVA française, en sachant que nos frais derrière vont passer en charge. Donc en vrai, ça vous coûte environ la moitié de ça. Mais on facture 8,4%. Ensuite, vous passez nos honoraires en déficit si vous êtes au LMNP par exemple. Et donc, ça vous coûte après impôt la moitié. Environ 4,5% à 5%. Après fiscalité. Et en fait, vous occupez de tout depuis la recherche du bien jusqu'à la réalisation des travaux et trouver le locataire. Jusqu'à la livraison d'un appartement qui est parfaitement adapté et optimisé pour du locatif. C'est ça l'idée. Après, vous pouvez nous confier la gestion locative si c'est votre souhait. Et là, on a des formules qui démarrent à 5% du montant des loyers en gestion locative. C'est encore un autre service, hein, puisqu'après, on peut le gérer pendant un an comme on peut le gérer pendant 30 ans si vous souhaitez nous laisser la gestion. Donc, c'est encore un autre service. C'est la gestion quotidienne, tous les mois, de récupérer les loyers, de répondre aux locataires s'il y a des questions, de trouver des locataires quand le locataire s'en va, etc. Mais le service en lui-même de mise en place du projet, recherche du bien, au conseil, recherche du bien, on vous aide sur les démarches financement aussi, suivi des travaux, on fait les plans, les travaux, etc. Ameublement et décoration, jusqu'à la livraison d'un appartement parfaitement optimisé, rénové, qui répond à un norme des DPE. Ça coûte 8,4% du montant du projet. Parfait.
Merci pour cette précision. Marie demande, est-il possible d'emprunter pour une rénovation, donc pour les travaux du coup? Elle dit, ma banque française refuse les emprunts car je suis non résidente. Et elle demande également, est-ce que la prime rénov est accessible aux non résidents? C'est une bonne question. Il y a eu des grosses refontes depuis le 1er janvier sur ma prime rénov. Et je dois dire que je ne sais pas répondre, alors j'en suis navré. Nos clients ne font pas appel à ma prime rénov en général parce que les démarches sont compliquées. Et quand on a des revenus, souvent on a des montants de primes qui sont très faibles. Il y a eu, je sais qu'il y a eu une réforme depuis le 1er janvier et que maintenant pour avoir les aides, il faut passer en plus par comment ça s'appelle? Je l'ai noté, mais un tiers qui est agréé par l'État. Et il y a très peu de tiers qui ont l'habilitation aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Mon conseiller rénovation, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, ils ont inventé un métier avec une limitation du nombre de personnes qui ont les licences. Et on doit passer par ces personnes pour toucher ces aides-là. Donc, je pourrais vous répondre en off. Faites-moi un email si vous voulez et je vous répondrai de manière détaillée. Je ne sais plus qui a posé la question, mais je pourrais vous répondre en off. C'est Marie qui a posé la question, mais Marie, il y a le mail de Manuel un peu en dessous. Et est-ce qu'en revanche, on peut financer ces travaux avec des Bien sûr, oui, ça on peut. Donc, je ne sais pas pourquoi la banque refuse, mais on peut financer des travaux de rénovation, tout à fait. C'est pas un prêt immobilier, ça va être un prêt même sous forme de prêt de consommation ou prêt travaux, mais c'est quelque chose qui est possible, Marie. Donc, voyez avec votre banque. Voilà. Ok, allez, on aborde le dernier quart d'heure de ce webinaire. J'aimerais savoir, Emmanuel, quels sont les types d'actifs et de modes de location que vous préconisez chez Investissement Locatif, notamment là pour l'année qui vient. Est-ce que le saisonnier, on en a parlé, c'est intéressant? Est-ce que la colocation, c'est intéressant? Ou est-ce que c'est plutôt intéressant d'aller sur des biens un peu spacieux ou plutôt des petits studios? Quelles sont un petit peu les tendances de marché? Qu'est-ce que tu préconises? Alors, c'est un peu toujours les mêmes recettes. C'est que pour avoir du rendement, on est obligé d'aller sur des petites surfaces. Si je fais un grand appartement familial, je ne vais pas gagner d'argent en tant que bailleur. Je parle. Pourquoi? Parce que le loyer au mètre carré va être plus faible sur une grande surface que sur une petite. Et à l'achat, on est quasiment sur les mêmes prix au mètre carré. Donc, on achète au même prix et on loue moins cher au mètre carré sur les grandes surfaces. Donc, malheureusement, c'est pas intéressant de faire. Pardon, j'ai vu une fenêtre qui s'est ouverte. Donc malheureusement, c'est pas intéressant de faire de la location d'appartements qui sont plutôt sur des familles. Donc ce qui va être intéressant, c'est soit on fait des grands appartements, comme tu l'as dit Hervé, en colocation. Donc nous, dans nos colocations, quand on fait les travaux, on va équiper le bien avec plus de salles d'eau, puisqu'il faut une salle d'eau pour maximum 2 chambres. Donc on essaie d'apporter du service, encore une fois, aux colocataires, donc avec des espaces de vie bien pensés pour eux, avec des espaces individuels, donc des chambres où ils ont un bureau, si possible une douche par personne, si possible. Encore une fois, ça dépend de comment on peut rénover le bien. Et derrière, ça va permettre de doper la rentabilité du bien. Si vous louez le même bien, par exemple à Marseille, de 80 mètres carrés à une famille ou en colocation, sans tirer sur les loyers de coloc, on est à plus 40% de rendement. Donc imaginez, c'est énorme. Entre plus 40 et plus 50%. Donc ça veut dire que pour le même type de bien, alors certes, on a rajouté une douche ou 2 douches, ça dépend le nombre de chambres, on se retrouve à avoir un loyer qui est dopé de 40 à 50% plus élevé que si je louais le même bien à une famille. Donc, c'est pour ça que nos investisseurs préfèrent faire de la colocation ou sinon des petites surfaces. Et on a aussi, pour les gens qui ont plus de revenus, plus de moyens, la possibilité d'investir dans ce qu'on appelle des immeubles de rapport. On fait beaucoup de projets d'immeubles. C'est quoi? C'est un immeuble qui est vide, en général, quand on le trouve pour nos clients. On va le rénover. Et pareil, dans l'immeuble, on va avoir des studios T2 ou colocation. Et donc, en un seul projet, le client, l'investisseur va une seule fois chercher un crédit bancaire, une seule fois il passe devant le notaire, une seule fois il gère des travaux, enfin on gère pour lui les travaux, et une fois que le projet est livré, il a plusieurs biens qui lui génèrent des loyers. Voilà. Donc, on a des immeubles de rapport à partir de 500 000 euros. Ouais, attends, excuse-moi, je finis juste là-dessus. On a des immeubles de rapport à partir de 500 000 euros tout inclus, selon les zones géographiques, même 400 000, ça dépend des zones. Et ensuite, on monte, il n'y a pas de limite. On a un projet là en ce moment en région parisienne de 1000 mètres carrés qu'on rénove. Et là c'est spécifique, puisqu'on est sur des appartements familiaux en l'occurrence, alors que c'est pas le plus rentable, et qui vont être loués en location nue. Et on est sur un client qui a déjà acheté beaucoup d'immeubles avec nous, et là il s'est positionné sur un très bon prix. Les appartements étaient familiaux, il s'est dit que dans la zone où c'est, il préfère garder du familial pour qu'il y ait moins de turnover. Et donc on rénove 1000 mètres carrés, 10 appartements, même 12 appartements je crois, d'environ 80 mètres carrés chacun, dans un immeuble. Donc c'est un très gros projet, quoi. À partir de quel montant on peut travailler avec vous et je dirais réaliser
indépendamment même de travailler avec vous, mais sur réaliser un investissement selon toi. Si j'ai 100 000 euros, je peux concrétiser quelque chose? Alors ouais, sur les non-résidents, donc nous, le ticket d'entrée, il est environ 100 000 euros tout inclus. Donc ça veut dire qu'il faudrait 30 000 euros, 30-40 Oui. 000 en tant que non-résident pour faire un projet à 100 000. La seule chose, c'est que sur les non-résidents, n'hésitez pas si vous vous dites j'ai 30-40 000 euros d'apport, je voudrais faire un projet avec investissement locatif, sollicitez-nous. On va tout faire pour. Mais gardez en tête que ça peut être un peu compliqué parce qu'en vérité, les banques n'ont pas envie de faire des prêts trop petits. Donc si vous avez un prêt de 70 000 euros, souvent les banques vont dire j'ai pas envie de monter un dossier pour un prêt aussi petit, entre guillemets, pour la banque, hein, j'entends, en montant. Mais vous pouvez nous solliciter, on l'a déjà fait. C'est pas le plus simple, mais on l'a déjà fait. Donc, on pourra vous aider. Donc, on démarre à 100 000 euros tout inclus, ce qui veut dire avec un apport de 35-40 000, donc entre 30 et 40%, je l'ai dit, plus près des 40 à mon avis sur ces types de montants. Et après, le ticket classique, une coloc à Marseille, c'est 250 000 euros tout inclus, entre 200 et 250, ça dépend le projet. Et on peut faire des choses à Nice, on peut faire des colocs à Nice, on peut faire plein de choses. Donc, contactez-nous. Et sur des immeubles de rapport, je l'ai dit, on est plutôt entre 400 et 600 000 euros de ticket d'entrée sur des immeubles entiers. Ça dépend les zones, hein. On n'est évidemment pas à Paris sur ces montants. Mais on sait faire des choses rentables en région parisienne ou dans d'autres villes en France. Allez, on a une question d'Emmanuel qui demande que pensez-vous de l'investissement dans le neuf? Parce que vous faites que de l'ancien, hein, c'est bien ça. Ouais. Donc, investissement dans le neuf, je ne vais pas taper sur des confrères qui font du neuf. Ce qu'on constate, c'est que souvent le neuf, il y a plusieurs problèmes. Souvent le neuf est cher à l'achat, trop cher par rapport au marché. Et l'emplacement est souvent un problème aussi, puisque les promoteurs ont tendance à construire dans des zones où le foncier est disponible, ce qui veut dire que c'est souvent pas des zones très centrales. Donc, mais bon, si demain vous me trouvez un projet très bien positionné en prix, avec un très bon prix d'entrée sur un secteur central, allez-y. Voilà. Mais souvent, c'est pas rentable, le neuf. Ouais, d'accord. Après, il y a d'autres choses. Sujet de normes de construction, ils sont obligés de construire sur des normes nouvelles d'isolation, donc ça se répercute dans le coût, hein, le coût de construction est élevé. Souvent, ils doivent respecter des normes sur les toilettes handicapées, par exemple. Donc, le problème, c'est que vous vous retrouvez à avoir un toilette qui est gigantesque et donc moins d'espace de vie. Alors, c'est bien hein, pour les handicapés, mais les handicapés sont peu nombreux par rapport à la population française, alors que chaque logement neuf doit être adapté aux standards. Donc, on se retrouve avec des logements pas forcément optimisés en termes de plan. Vous allez acheter trop de mètres carrés par rapport à la surface habitable vivable. Vivable, la surface utile plutôt, parce que la surface habitable, vous l'avez. Mais on a moins de place dans le salon, pour être très clair, et des salles de bain beaucoup plus grandes, ce qui n'est pas forcément utile. Et vous allez payer plus cher, comme j'ai dit, et avoir des moins bons emplacements. Donc nous, on préfère l'immobilier ancien. Allez, encore quelques questions des internautes. Noémie demande que pensez-vous de Dijon pour investir? Je ne sais pas si tu connais Dijon, si vous y travaillez. Alors, on n'y travaille pas spécialement, mais Dijon, c'est une ville sympa où les prix peuvent être intéressants. Mais nous, on n'y travaille pas beaucoup, même pas du tout, je pense, à ce jour, parce que la ville est peut-être trop petite aussi pour qu'on ait une équipe pérenne et permanente qui puisse accompagner les clients. Ouais, même Mais on ouvre régulièrement des villes, donc, on ouvre régulièrement des nouvelles villes. Hein, donc, Noémie, vous pouvez nous contacter si vous avez un projet. On verra ce qu'on est en mesure de faire pour vous. Même type de question avec Maëlys qui demande si vous êtes présent en Andorre. Non, on n'est pas présent en Andorre. Là, je pense que la fiscalité est particulière en Andorre, positivement, mais c'est un autre métier. Et les gens qui s'y installent, j'ai l'impression, s'y installent surtout pour des raisons de résidence fiscale, avec justement des impôts allégés. Je schématise peut-être, hein, Maëlys, mais j'avais regardé la fiscalité en Andorre parce que j'étais curieux. Elle est effectivement favorable, mais je crois qu'il faut acheter là-bas et s'y installer. Donc non, malheureusement, on n'est pas déployé en Andorre. Quand tu parlais d'une vingtaine de villes, c'est des villes en France, hein, enfin en France métropolitaine. Okay. Tout à fait. Marine demande combien coûtera un immeuble dans une petite ville avec des appartements déjà loués. Et est-ce que le fait que les appartements soient déjà loués a une incidence? Non, alors on peut vous accompagner là-dessus. On vend aussi du déjà loué, Marine, donc on source aussi ce type de bien. Ça va dépendre. Je peux pas vous répondre parce qu'il y a des villes, si je choisis une ville dans la Creuse, ça peut coûter 200 euros le mètre hein, ou 300 euros le mètre carré. Sur un immeuble qui serait en pas très bon état, vous allez pouvoir payer 300 euros le mètre. Donc je peux pas vraiment vous répondre. D'une ville à l'autre, chaque marché immobilier est différent. Donc petite ville, si elle est collée à une grande ville, c'est pas la même chose que si elle est perdue en race campagne. Vous voyez, donc c'est dur de répondre. Il faudrait affiner et on peut le faire avec grand plaisir lors d'un rendez-vous. Mais le fait que ce soit déjà occupé, finalement, vous risquez de payer un peu plus cher. En revanche, vous avez les locataires tout de suite. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est plus intéressant au final quand même de faire des travaux sur un immeuble?
Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure d'estimer les travaux qui vont être à réaliser au départ des locataires. Ça dépend aussi comment c'est loué. Si vous avez que des locataires qui sont là depuis 20 ans et que les loyers sont très bas, Oui. là, clairement, c'est pas intéressant. Parce qu'on va avoir du mal à les faire partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend vraiment du projet. Mais si tant est que ce soit bien loué et que l'immeuble soit en bon état, ça peut être intéressant. Et ça peut faciliter le financement par la banque. Si, encore une fois, l'immeuble est en bon état. Donc il faut analyser le projet. Ouais. On arrive presque au terme du webinaire. C'est le moment de poser vos toutes dernières questions, les internautes, à Manuel qui est avec nous. Moi, j'ai une question, Manuel, peut-être par rapport à, est-ce que tu peux nous donner des ordres de rendement, puisqu'on a évoqué un petit peu toute la dimension des emprunts. Quels sont les rendements qu'on peut espérer? Alors, en termes de rendement, ça va du simple au double. On va démarrer à 3,5% à Paris si on est hyper central dans Paris. Si on est dans les arrondissements, on a fait des projets dans le 7e, par exemple. On en a fait plusieurs. Donc là, le rendement est faible. On est entre 3,5 et 4% dans le 7e, ce qui est déjà bien pour le 7e. Et ensuite, on peut monter sur des projets en location courte durée à Toulon au-delà de 10%. Oui, voilà. Donc, on a vraiment un grand écart. Quand on est à Nice, on va être entre 5 et 6 sur de l'exploitation en longue durée. On peut monter dans les 6% en colocation, par exemple à Nice. Marseille, on peut être entre 6 et 7 en colocation, longue durée. Et voilà, après, ça va dépendre des projets ville par ville. Ça va vraiment dépendre. Oui, donc on est quand même sur un placement qui reste très rentable comparé aux autres produits financiers. Quel est ton regard justement par rapport à ça? Alors, je sais que évidemment vous travaillez sur le secteur immobilier, mais on voit que actuellement, finalement, les placements financiers sont pas forcément si intéressants et du coup, l'immobilier reste une valeur sûre. En fait, le rendement de l'argent investi, de votre apport, il faut garder en tête que vous avez le levier du crédit. Quand vous avez un rendement, qu'on annonce un rendement à 6%, c'est 6% sur le montant total. Oui. Imaginons que vous faites un projet, je le redis, à 200 000 euros. Vous n'avez pas apporté 200 000. Vous n'avez apporté que, entre guillemets, c'est déjà beaucoup d'argent, mais que 60 000 euros. OK? Ce qui veut dire que le rendement de 6%, c'est 6% de 200 000 et pas de 60 000. Donc le vrai rendement de l'argent investi, donc des 60 000 euros que vous avez investis, il est beaucoup plus élevé en vérité. Il est de l'ordre de, je dirais, 12 à 13% aujourd'hui, après avoir déduit les intérêts. C'est simple, hein, c'est 6% x 3, parce que vous avez un levier x 3, donc 18% moins le coût des intérêts. OK? Donc ça vous ramène, je pense, entre 13, peut-être même entre 13 et 14%. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, je pourrais vous le calculer. Mais voilà, donc vous avez un rendement sur l'argent investi, donc sur les 60 000 euros investis, qui est très élevé. D'autant plus si vous êtes en mesure demain de baisser, donc comme on l'a dit en début de webinaire, votre taux d'emprunt. Si dans 2 ans vous le rebaissez, bah là, votre rendement il explose en fait, puisque la charge des intérêts baisse, et donc vous avez un bien meilleur rendement. Et il faut garder en tête qu'en plus les loyers se revalorisent, donc vous avez le loyer, la mensualité qui ne peut que baisser si vous la renégociez, et vous avez les loyers qui ne peuvent que monter, parce qu'ils vont être réindexés petit à petit avec l'inflation. Et c'est ce qui fait qu'en France, on emprunte à taux fixe, on peut renégocier, et on a des loyers qui augmentent, donc c'est très intéressant effectivement d'investir à mon sens dans l'immobilier. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je vais te laisser le mot de la fin, Emmanuel, peut-être nous redire un petit peu quels sont les points d'attention pour cette année, et puis peut-être redire aux internautes, finalement, pourquoi c'est le moment aussi d'investir en 2024. Pour moi, on est vraiment, et c'est ce que je le dis, hein, ça peut être que des paroles, mais je l'applique à moi-même, puisque j'ai acheté 3 biens, donc j'ai dit 2 appartements à Paris et j'ai acheté une maison en région parisienne. Pareil, succession à rénover, un projet que je partagerai d'ailleurs sur mes réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'aime bien partager les projets perso de clients sur mon Instagram. Aujourd'hui, en 2024, on est sur une fin de baisse selon moi. Donc, on a eu un marché qui a été chahuté par la hausse des taux en 2022 et 2023. C'est encore un peu le cas en début d'année. Et à mon sens, si les taux baissent, mais c'est encore une fois les prévisions des analystes, on va avoir une reprise du marché immobilier qui peut être très forte parce qu'on voit que les investisseurs sont toujours là. Les gens ont envie d'investir, ils ont simplement différé leur projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Covid, les gens avaient mis en pause leur projet pendant le Covid et quand ça s'est reparti, ils sont tous revenus à l'achat et ça a fait monter les prix. Donc là, moi, mon analyse et ma prévision, c'est que c'est ce qui va se passer. Les gens ont mis en pause leur projet, mais ils savent que l'immobilier, il faut investir. Et donc, ils vont se remettre à l'achat lorsque les taux vont repartir à la baisse et ça va revenir assez fort, à mon sens. Donc, vous avez une fenêtre de tir sur laquelle vous pouvez encore saisir des bonnes affaires en 2024. Donc, à mon sens, c'est le moment de le faire. Et vous gardez en tête que vous avez des taux peut-être plus élevés qu'en 2025, mais vous allez les renégocier à la baisse.
vous achetez pas cher pendant la période où les gens n'achètent pas parce que les taux sont élevés, et vous renégociez votre taux en 2025, vous aurez acheté pas cher et vous aurez un taux qui sera bas à horizon de 2 ans quand vous l'aurez renégocié. Et donc, vous êtes gagnant sur les deux tableaux. Voilà, l'immobilier, après, il faut en être convaincu. Hein. S'il est bien géré, c'est, selon moi, le meilleur moyen et le plus sécurisé pour s'enrichir, grâce, encore une fois, à l'effet de levier du crédit et grâce au fait que les gens ont besoin de se loger. Et quand on parle de besoin de se loger, on le voit, on en a parlé au début, on a, et vous retrouvez plein d'articles là-dessus, il y a une crise du logement, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de logements de qualité sur le marché, ce qui fait que si vous avez cet actif-là, vous êtes sûr que dans toutes les prochaines années, vous aurez des locataires. Et donc, c'est une garantie pour vous. C'est pas comme si vous achetez une action en bourse et si demain l'entreprise est chahutée sur son marché ou si elle est en difficulté, bah, vous aurez plus de rendement. Là, vous êtes sûr d'avoir votre locataire. Pourquoi? Parce que les logements, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas les construire comme ça. Il faut des terrains disponibles, il faut des permis de construire, il faut la possibilité de les rénover. Donc les logements, on sait qu'ils vont pas sortir de terre en claquant des doigts. Donc vous êtes assuré d'avoir une demande locative. Et pour moi, c'est un actif. Bah, évidemment, c'est mon métier. Mais je suis aussi investisseur à titre perso et je conseille vraiment à tout le monde d'investir dans l'immobilier, en France en tout cas. C'est un marché sécurisé. Que vous le fassiez avec nous ou que vous le fassiez seul, passez à l'action 2024 et vous serez content dans quelques années. Vous direz, vous me croiserez, vous direz merci Manuel, parce que vous aurez des rentes locatives et un actif à transmettre à vos enfants pour votre retraite et ça compte. Voilà, c'était le mot de la fin. Pour ceux qui veulent nous contacter, je vais vous remettre mon mail ici. N'hésitez pas à me faire un email directement ou à prendre rendez-vous. Et encore une fois, ça vous engage à rien, ça vous permettra d'affiner votre projet. Et à la suite de ça, vous décidez ou pas de bosser avec nous. On sera très content si c'est le cas. Et si vous souhaitez faire les choses tout seul, je vous encourage quand même à le faire tout seul. On a une chaîne YouTube aussi que je vais peut-être vous remettre. Vous pouvez avoir plein de conseils pour vous lancer et investir même par vous-même. On a apporté beaucoup de... Hop, je suis en train de la chercher, beaucoup de valeur sur cette chaîne. Et donc voilà, faut pas hésiter à vous former aussi par vous-même parce que l'immobilier, ça peut être compliqué et abstrait au début. Et quand on a compris le mécanisme, voilà, je vous ai mis la chaîne. Quand on a compris les mécanismes d'investissement, on peut dérouler et on est rassuré. Donc, faites-le pour vous. Super. Merci beaucoup, Manuel Ravier, cofondateur, président d'investissementlocatif.com. Merci pour ce webinaire passionnant. Les internautes, dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début, une partie, ou si vous voulez le revoir, pas de souci. Il y aura un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours. N'hésitez pas avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas évidemment à la partager à vos connaissances, amis, collègues qui sont intéressés par le sujet. Vous recevrez également un mail avec un peu plus d'informations. Merci à tous les internautes et puis à très bientôt, évidemment, pour d'autres webinaires et sur le petitjournal.com. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir, à bientôt.